Monde numérique. De l'IA et encore de l'IA au sommaire cette semaine. De l'IA à Washington avec les annonces choc des géants de la tech, le projet Stargate à 500 milliards de dollars. On va en parler avec Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique, notre rendez-vous hebdomadaire avec mon camarade podcasteur à Montréal. De l'IA également avec le nouveau joujou d'OpenAI, un agent intelligent capable d'effectuer tout seul des actions sur le web. Et puis de l'IA d'un tout nouveau genre, de l'IA organique, ressemblant vraiment à l'intelligence des êtres vivants. Et c'est en France que ça se passe, c'est le projet incroyable du français Bruno Maisonnier, le papa du robot Pepper. Il est mon invité cette semaine, vous allez l'entendre. Autre invité, le créateur de l'application de Penpilot qui permet d'écrire des livres en quelques clics grâce à l'intelligence artificielle. Et puis l'innovation de la semaine, je voudrais vous parler d'une découverte étonnante qui pourrait rendre l'intelligence artificielle beaucoup moins consommatrice d'énergie. Enfin, si vous en avez marre de l'IA, restez quand même. On va parler aussi des nouveaux smartphones Galaxy S25. Et puis on dira un mot de la campagne Hello Kitty qui fait polémique, alors que quelques médias et personnalités annoncent leur départ de la plateforme X. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, c'est l'hebdo du 25 janvier 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Merci d'être à l'écoute de Monde Numérique, merci d'être toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Très bonne audience, je dois le dire, depuis le début de l'année. Un salut tout particulier d'ailleurs à tous les nouveaux auditeurs sur Spotify. Monde Numérique, c'est un épisode par jour, interview, actu ou édito. Et chaque samedi, l'hebdo que vous êtes en train d'écouter, 50 minutes de news et d'interviews. Plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast, c'est-à-dire avec les interviews long format, directement intégrées. Sinon, vous les retrouverez prochainement en épisodes séparés. Et puis Monde Numérique, c'est aussi un site web et surtout une newsletter avec là aussi de plus en plus d'abonnés. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc vous inscrire également si ce n'est pas déjà fait. Un dernier mot, vous pouvez également soutenir financièrement si vous le souhaitez ce podcast. Chaque don, même aussi minime soit-il, est évidemment très apprécié et contribue à la pérennité de cette émission qui entre maintenant dans sa 5e saison. Il suffit de cliquer sur le lien en description. Cette semaine, merci à quelques auditeurs pour leurs messages et commentaires très sympathiques. Christophe T. Moreau ou encore Moreau. Voilà, c'est parti pour l'actu. Le nouveau mandat de Donald Trump a démarré sur les chapeaux de roue aux États-Unis avec plusieurs décisions qui concernent directement le secteur de la tech. D'abord, cette annonce d'un plan de 500 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, c'est le projet Stargate. Je vous en parle dans un épisode séparé en date du 23 janvier sur le fil du podcast Monde Numérique et on en reparle tout à l'heure en détail dans le débrief transatlantique avec Bruno. Ensuite, Trump a également lancé la grande entreprise de dérégulation qu'il avait promise en commençant par l'intelligence artificielle. Il a pris un décret annulant celui de Joe Biden en 2023 qui imposait des garde-fous notamment sur la transparence des biais algorithmiques. L'objectif de ce décret de Trump étant de limiter les entraves afin d'encourager l'innovation, c'est son mantra, une sorte d'anti-AI Act européen en quelque sorte. Enfin, Donald Trump a sauvé TikTok, ou du moins il lui a accordé un sursis avec une ordonnance retardant de 75 jours l'application de la loi qui devait conduire à l'interdiction de TikTok le 19 janvier dernier. Rappelez-vous, on en parlait dans l'épisode précédent de l'hebdo. C'est ainsi que la plateforme a été coupée aux États-Unis, puis elle a été rétablie aussi sec quelques heures plus tard. Cela dit, TikTok n'est pas sorti d'affaire, car il ne s'agit qu'un délai, et en plus l'ordonnance de Trump est contestable en justice, donc affaire à suivre.
Ça s'appelle Operator. C'est l'annonce de la semaine d'OpenAI. Encore une. La maison mère de ChatGPT a dévoilé Operator, qui est le premier agent IA de la firme américaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent d'IA ? Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui peut sortir du cadre en quelque sorte pour effectuer des actions en ligne sur l'ordinateur et sur le web en l'occurrence, comme le ferait un être humain. Par exemple, la démonstration qui a été faite montre comment on peut demander à ChatGPT de réserver pour nous une table dans un restaurant, tel jour à telle heure. L'agent va se connecter au site de réservation et effectuer ce qu'on ferait nous-mêmes à la main, une recherche, dérouler des menus, cliquer sur des boutons, etc. C'est assez fascinant, c'est hyper prometteur, ça fait envie. J'avoue que personnellement, j'imagine toutes les actions répétitives que je pourrais demander à un agent comme ça, par exemple pour publier ce podcast après l'avoir enregistré. Mais cela semble encore quand même assez lourd et assez lent. En fait, l'agent n'utilise pas d'API ni de connexion particulière avec les sites web, donc il fait exactement ce que ferait un être humain dans un navigateur avec une souris. Et en plus, la présence humaine est toujours nécessaire parce que à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, par exemple, l'horaire que vous avez demandé pour réserver votre table n'est plus disponible, eh bien ChatGPT va vous demander ce que vous voulez faire. Donc, on ne peut pas s'éloigner complètement et s'en remettre à lui. Enfin, ce n'est pas réellement nouveau, il faut le rappeler, puisque Anthropic, concurrent, a également fait la démonstration il y a quelques semaines d'un agent d'IA avec Claude, et puis Google travaille également là-dessus avec Gemini. Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est que Operator, n'est accessible qu'aux États-Unis, pas en Europe, une fois de plus, et en plus, ça fait partie du forfait ChatGPT à $200. Accrochez-vous. Toujours en matière d'IA, connaissez-vous le chat ? Le chat, non, je vous vois venir, c'est pas de la lessive, c'est le ChatGPT à la française qui émane de la start-up tricolore Mistral, un chatbot d'intelligence artificielle accessible en ligne. Mais le chat est moins connu que son illustre concurrent parce que d'abord, il est arrivé après et puis en plus, ce n'est pas l'axe principal de développement de Mistral qui s'intéresse à plein d'autres choses. Toutefois, le chat sort ses griffes et a l'intention de se rendre utile, enfin. Et pour cela, il vient notamment de passer un partenariat avec l'AFP, l'agence France Presse. Pourquoi un partenariat avec un organe de presse ? Eh bien parce que les chatbots d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés pour effectuer des requêtes sur l'actualité. Et donc, il s'agit de leur fournir des sources d'informations fiables. Ainsi, on peut poser des questions d'actualité au chat et il vous répond en langage naturel, c'est le gros avantage par rapport à un Google. C'est disponible en 6 langues, dont le français évidemment. Le chat a donc accès aux 38 millions de dépêches de l'AFP déjà publiées, et puis à celles qui vont l'être. Vous pouvez aller le tester en allant sur le site mistral.ai. Attention, il faut cliquer sur le bouton « Recherche sur le web », sinon le chat, il connaît rien à rien. Et c'est un partenariat somme toute logique, puisqu'il s'agit de 2 acteurs français, l'un de l'IA et l'autre des médias. À noter que ce type de partenariat se multiplie à travers le monde entre les outils d'intelligence artificielle et les médias professionnels. Google a annoncé un partenariat similaire avec Associated Press pour donner accès via son intelligence artificielle Gemini à de l'information fiable et sourcée. Perplexity, de son côté, est déjà associé avec plusieurs médias, le Time, Der Spiegel, donc en Europe, en Allemagne, Fortune, The Independent ou encore le Los Angeles Times. Et OpenAI a également passé des partenariats avec le New York Times, après d'ailleurs avoir bien pillé ses contenus, et aussi avec Le Monde en France. Plus récemment, également, OpenAI a passé un contrat, un partenariat avec le média américain Axios, spécialisé dans l'info hyper efficace à travers des articles très courts, ce qui lui a d'ailleurs valu une remarque acerbe d'Elon Musk, selon qui Axios serait trop woke et il serait surtout anti-Trump. On voit donc en tout cas que le marché de la recherche d'informations en ligne est en train de se transformer complètement. Ce sont nos habitudes qui vont évoluer. Plutôt que d'avoir des listes de liens, on va attendre de plus en plus de ces outils qu'ils nous renvoient des articles rédigés, clairs et faciles à comprendre. Attention toutefois, car on n'est jamais très loin des hallucinations, donc des erreurs. Malgré tout, ce sont des outils absolument fantastiques qu'on ne peut que vous encourager à utiliser. Samsung a dévoilé cette semaine ses nouveaux smartphones Galaxy à l'occasion de son événement annuel, le Galaxy Unpacked. Alors, c'est un événement qui est consacré aux smartphones classiques, pas aux terminaux pliants. 3 nouveaux modèles haut de gamme, les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra.
Pas de grande nouveauté, si ce n'est toujours plus d'intelligence artificielle. On n'en sort pas. Le constructeur coréen poursuit sa démarche entamée déjà avec les versions précédentes des Galaxy, c'est-à-dire une très grosse intégration de fonctions d'IA à tous les étages. En partenariat avec Google pour une bonne part. Samsung veut faire de ce S25 un vrai assistant intelligent en ajoutant notamment une commande vocale et une interaction vocale beaucoup plus évoluée. Il comprend beaucoup plus facilement les requêtes et il répond de manière plus intelligible oralement. Sans oublier également de nombreuses fonctions d'IA qui étaient pour certaines déjà présentes dans les S24, comme la traduction instantanée, les résumés d'emails et autres, la retouche d'images, ou encore la recherche en ligne à partir de portions d'images qu'on peut sélectionner avec le doigt. À part ça, pas de grandes nouveautés, notamment pas de nouveautés côté design. Mais le constructeur a quand même présenté également un 4e modèle, le S25 Galaxy Edge, beaucoup plus fin, qui sera officialisé en fait au Mobile World Congress de Barcelone début mars. Quant à ces S25, donc S25, S25 Plus et S25 Ultra, ils seront disponibles à partir du 7 février à des prix sensiblement identiques aux précédents modèles, c'est-à-dire à partir d'environ 900 €. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour des principales news qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans le secteur de la tech. Et je vous emmène tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Comment ça va? T'es pas encore américain? Non, pas encore. C'est un sujet qui fâche ou pas chez vous, les personnes? Oui, ben c'est sûr que ça fait discuter, mais pour le moment, non, on n'est pas encore américain. Mais bien franchement, j'ai plus l'impression que c'est le style de l'homme. Ah ben, Et on parle évidemment de Donald Trump, et c'est juste pour provoquer. Il aime provoquer, c'est tout. c'est vrai. Alors, Mais ça a des répercussions quand même. On peut dire qu'il a fait un début de mandat tonitruant, et il y a notamment ce sujet qui nous concerne et qui nous intéresse au premier chef, c'est cette annonce spectaculaire, le fameux projet Stargate, 500 milliards de dollars consacrés à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en Avant d'aller penses? plus loin, Stargate, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah bah oui, ce nom-là? complètement. Ah évidemment, Stargate, C'était la série? C'est une série, c'est un film. Je trouve que l'image Oui. est assez jolie parce que c'est une porte qui permet de passer dans un autre univers Ouais. et c'est un peu ça quoi. On rentrerait dans l'univers de l'IA. Ouais. Mm. Et je pense que ça n'a pas été choisi à la légère par les Sam Altman de cette planète. Tout à fait. Et mais pour revenir à ta question, mais je voulais voir si justement ça t'appelait ce souvenir-là. Ben écoute, c'est évidemment pour les Américains, c'est une bonne nouvelle parce que de voir 500 milliards de dollars être investis dans l'IA, c'est intéressant. De savoir qu'il y en a 100 milliards qui vont être investis dès le début, malgré ce qu'Elon Musk dit en disant que non, ils n'ont pas tout cet argent-là. Mm. Déjà, il y a le patron de Microsoft qui disait, ben moi j'en ai 80. Alors, Ouais. il reste 20 milliards à trouver. Mais il a dit attention, je les mettrai pas dans n'importe quoi. Ouais, ben Hein? non, mais c'est ça, mais c'est sûr. Et là, on parle, avec ce projet-là, pour le moment, on parle essentiellement d'infrastructure, de technologie, mais il y a encore beaucoup de solutions à trouver, par exemple, pour l'apport énergétique, pour faire Ouais. rouler tous ces trucs-là. Là, ça va être un méchant défi, d'autant plus que ça va probablement être construit au Texas, qui est l'État chouchou de tous ces gens-là de ce temps-ci. C'est la nouvelle zone de la tech, le nouvel Eldorado de la Ouais. tech, le Texas. Au Silicon Valley. Mais c'est vrai que c'est notamment parce que ça a des fortes ressources énergétiques. Et ils ont du pétrole, je crois qu'ils ont du gaz aussi, et puis ils ont des Soleil. énergies renouvelables. Ils ont vachement développé le solaire, le nucléaire, etc. Mais le problème, ça revient un peu à la discussion qu'on avait eue quand on était au CES et ma fascination pour la compagnie italienne. Le problème aussi, c'est que ça prend de l'eau potable Ouais, aujourd'hui. il y a la question de l'eau. Alors ça, j'ai hâte de voir la face des Texans quand ils vont voir ces grands projets-là s'élever dans leur cours. Mais l'eau, elle va venir d'où, là? De nos robinets? Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, intelligence artificielle, c'est complètement synonyme de enjeu énergétique et enjeu environnemental. Ouais. C'est toujours plus d'IA, donc toujours plus de gros data centers, mais à quel prix en fait? Mais comment toi, tu vois cette annonce-là? Alors, moi, je la vois du côté européen et j'ai fait un billet d'ailleurs sur Monde Numérique pour expliquer que ça nous renvoyait quand même, nous, un petit peu à notre
je vais pas dire médiocrité, mais en tout cas au fait qu'on est assez en retard là-dessus, malgré les grandes déclarations. On a eu un plan IA en France, on a je crois qu'il y a un plan IA au niveau européen, il y a des engagements qui ont été pris, mais c'est des engagements, il y a surtout des grands discours qui sont faits. Hein, si tu veux, chez nous aujourd'hui, c'est beaucoup de discours sur oh là là, on est en retard, il faut qu'on, il y a qu'à faucon. Ok, mais on fait quoi? Nous, il est prévu d'investir 20 milliards par an, je crois, dans l'IA en Europe, au niveau européen. C'est pas mal, mais ça suffit pas. C'est de la rigolade. Et puis derrière, il y a les technologies, il y a quels pour développer quoi, pour faire quoi, pour le vendre à qui, etc. Et nous, c'est toujours un peu le même problème. Quand on a un potentiel énorme, mais il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on arrive de tirer la couverture chacun de son côté pour avoir une vraie stratégie européenne, quoi. Mais c'est intéressant parce que cet investissement massif-là aux États-Unis, bien qu'il y a des partenaires qui viennent d'un peu partout, là, je pense à SoftBank qui est japonais, ça soulève carrément la question de la souveraineté Ouais. numérique, puis aussi particulièrement dans le contexte de l'IA, sachant que la Chine, de son côté, investit massivement, les Américains le font. Je sais qu'au Canada, déjà l'an dernier, on parlait d'être souverain numériquement au niveau de la capacité de calcul qui permet de faire fonctionner l'intelligence artificielle. Là, je vois l'Europe un peu la réaction. C'est ce que ça soulève aussi. Et ça remet ça dans le visage en disant, vous devriez, si c'est pas le cas, vous devriez vous poser la question, là. C'est vrai que l'annonce de Trump et de Sam Altman, Larry Ellison, etc., elle était vraiment dirigée, enfin surtout de la part de Trump, contre la Chine. Enfin, en tout cas pour dire à la Chine, attention les mecs, ça va être nous les plus forts sur l'IA. Ouais. Donc voilà. Et l'Europe, il la calcule même pas en réalité. Après, Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. C'est vrai que il y a donc une dimension politique très très forte dans cette histoire-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, ça devient un sujet politique et un sujet géopolitique, et notamment pour les questions de souveraineté dont tu parles, etc. Et puis après, il faut pas arriver. Hein. De toute façon, l'histoire des rapports entre les États-Unis et l'Europe, notamment sur le plan technologique, c'est que nous, on essaye toujours à la fois de se départir de cette mainmise américaine, en même temps on a besoin de ces technologies, et les Américains, comme ils nous considèrent comme une colonie, ou enfin en tout cas un super marché pour écouler leurs marchandises, ils font tout aussi pour nous éviter et pour nous empêcher de développer des solutions souveraines. Hein. On l'a vu avec le GPS, avec l'histoire s'est souvent répétée, ils nous ont jamais fait de cadeau pour nous aider à développer des solutions souveraines. Donc on doit se battre sur deux fronts. Il faut qu'on soit aussi bon qu'eux, et il faut qu'on arrive à les combattre contre leur offensive marketing qui est hyper puissante. Ouais. Mais je te ramène aux États-Unis. As-tu l'impression que dans cette histoire-là, dans ce projet-là là, de Stargate, le grand perdant aux États-Unis, c'est Elon Musk? Parce que lui, c'est étonnant, hein? il est évincé du dossier, là. C'est vrai, ouais. Alors attends, il a sa compagnie qui fait de l'IA aussi. XAI, mais ils sont pas du tout Ils sont pas dans la boucle. prenante. Ouais, tout non, à fait. C'est ça. Et là, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a réagi de la sorte en disant non, ça marchera pas. Ça marchera jamais. Parce que c'est de la merde, ça, ouais. Non, c'est étonnant. Tu as raison, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il est pas dans la boucle, Elon Musk? On peut vraiment se poser la question. C'est des histoires. Je me demande, connaissant Donald Trump comme on le connaît, ouais. C'est pas naïf le fait qu'il soit pas inclus là-dedans. J'ai l'impression que Donald Trump a voulu dire, je veux juste rappeler qui est le patron ici. Ouais. Parce que Elon Musk en prend large. Diviser pour mieux régner. Exactement. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a une petite subtilité en disant, oh, t'as beau avoir ton bureau à côté du mien, là, c'est moi le patron. Et toi, tu touches pas à ça. Ouais. C'est vrai. Encore c'est des histoires c'est un peu des histoires de combat de coq, hein, pour pas dire autre chose. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à revisiter la série, si vous êtes capable de la trouver en DVD, la série Dallas. Regardez comment le patron Ewing divisait. C'est le même principe. Et ça se passe au Texas, en plus. Oui, exactement. C'est comme si c'est lui qui avait écrit le livre que Donald Trump est en train de suivre. Enfin, tout à fait. Hey, sinon, est-ce que tu fais partie de ceux qui ont quitté X cette semaine? Grande question. Tu sais que c'est la question du moment chez nous en France en ce moment. Non, moi j'ai pas quitté X, mais en revanche je suis parallèlement sur les autres réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène un peu d'exode, qui est très très limité pour l'instant, qui devient assez politique. Il y a un positionnement politique. C'est surtout des responsables politiques et autres et
des gens de gauche qui ont annoncé qu'ils allaient quitter X. Alors la raison officielle, c'est que Elon Musk est un méchant parce que eh bien son réseau oriente les cerveaux des gens grâce à des trucage algorithmique en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a une plainte qui risquerait peut-être de faire bouger les choses. Là, actuellement, l'Union européenne serait en train de se saisir du problème pour savoir si vraiment, eh bien, il y a une manipulation des algorithmes qui peut avoir des conséquences sur les votes, l'orientation, etc. Mais derrière ça, je pense qu'il y a aussi surtout une volonté pour beaucoup de gens qui annoncent, qui se drapent dans leur dignité. C'est en fait un positionnement politique, c'est-à-dire que pour eux, Trump et Musk, c'est le diable, et donc c'est du boycott. C'est exactement comme boycotter certains produits dans les magasins pour des raisons X ou Y. Donc c'est surtout pour ça que les gens s'en vont. Des médias ont annoncé également qu'ils allaient partir. Hein. Ça t'a pas échappé. La Libération, Le Monde, ouais. Exactement. Et puis, écoute, moi je peux même te dire d'après mon petit doigt m'a dit que également dans le service public et dans l'audiovisuel, aussi bien France Télévisions que Radio France, c'était une question qui se posait et qu'ils étaient un peu entre deux eaux. En tout cas, ils avaient décidé un peu de décélérer leur présence sur X en attendant de voir, mais il n'est pas exclu qu'ils annoncent également leur départ, ce qui serait assez étonnant. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose parce que ça laisserait la voie à toute une population complotiste, etc. Et puis ça accrédite même la thèse d'Elon Musk, tu sais, qui est qu'il y a plus de journalisme, ça n'existe plus, il y a plus que des journalistes citoyens, l'unique chemin, etc. Voilà. Et même, il faut faire attention, il y a une bémol. C'est pas le journalisme citoyen, ce sont les gens qui utilisent X qui sont les vrais journalistes. Ouais. Alors après, il y a des choses étonnantes. Je sais pas si tu utilises Grok pour faire des résumés d'actualité à partir de X. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Oui. Tu lui demandes, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le domaine de la tech ou autre, ou quels sont les titres d'actualité, et c'est là où tu vois que X est vraiment un média d'actualité, comme l'était Twitter, et malgré toute la cochonnerie qu'on peut voir, ça reste un super média, et Blue Sky est pas du tout au niveau techniquement. Moi, c'est surtout ça qui me gêne. Ouais. Enfin, oui, ils sont encore un peu en avant de tout le monde. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, parlant de X, c'est peut-être que les gens qui nous écoutent, qui sont encore sur X, pourront aller tester la chose. Maintenant, dans la fiche ou la page d'accueil d'un compte sur X, donc où on voit la biographie de quelqu'un, maintenant, il y a un petit icône XL sur lequel on peut appuyer, qui vous donne accès à Croc. Et c'est la lecture de l'IA, de Croc, de votre profil au moment même où vous le faites. Donc, si vous allez, par exemple, dans mon cas, si vous allez 3-4 fois tester le truc, vous allez voir 3-4 descriptions différentes selon les sujets que j'ai publiés et les réactions que les gens ont. Ah, mais ça, j'ai pas vu, tu vois, j'ai pas testé. Je vais y aller alors. Je vais aller voir ça. Ouais, d'ailleurs, c'est assez sympathique à ton endroit. Ça l'est un peu moins à mon endroit, mais bon. Puisque je publie beaucoup et que je crée la réaction, je suis pas surpris de voir ce que ça donne. C'est vrai que tu es très actif sur X. Et sinon, juste pour revenir sur cette histoire de quitter X, il y a aussi une polémique. Je sais pas si tu as suivi ça à distance. Oui, c'est quoi? Il y a des fonctionnaires qui ont décidé d'embarquer là-dedans? Oui, écoute, il y a donc ce service qui a été lancé qui s'appelle HelloKittix, qui est une petite moulinette informatique qui facilite la transition vers un autre réseau. Et donc l'idée, c'est que il récupère tous tes contacts, toute ton antériorité, et puis hop, il envoie tout ça sur soit Mastodon, soit Blue Sky. Mais ça fait polémique parce qu'en fait, ça a été créé par des gens du CNRS, entre autres par des gens du CNRS. Alors moi, je connais la personne, enfin je la connais pas intimement, mais c'est quelqu'un que j'avais interviewé qui s'appelle David Chavalarias, qui dirige un institut du CNRS, et il se fait il est un peu cloué au pilori parce que le problème, c'est que visiblement ça a été un peu développé avec des chercheurs du CNRS, possiblement sur leur temps de travail, possiblement c'est en partie hébergé sur des serveurs du CNRS, et le CNRS c'est un institut public. Est-ce que c'est vraiment son rôle de faire ça ? Alors lui, en plus, il a une réaction qui était assez violente en disant que de toute façon, c'était la liberté académique et que si on s'attaquait à lui, on risquait des poursuites pénales. Donc c'était assez ardos comme. Mais il se drape de protection. Voilà, exactement. Et il dit que ce n'est pas du tout politique, ça reste scientifique, puisque lui, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la toxicité des réseaux sociaux, et son parti pris étant de dire que de toute façon, X est une machine dangereuse entre guillemets aujourd'hui, eh bien c'est quelque part de salubrité publique et non pas
partisan de proposer ça. Mais le problème, c'est que dans le comité qui fait ça, il y a aussi des gens qui sont très engagés politiquement. Donc, c'est assez mal engagé. Le CNRS officiellement n'est pas impliqué, mais le CNRS se retrouve un peu en difficulté et ça pose un peu problème, cette histoire-là. Oui, puis d'autant plus que c'était une chose de faire l'expérience ou développer le prototype et de le garder dans les murs de l'institution. Tout à fait. Ou de dire que ça existe ou de faire des communications. Voilà. Mais là, il y a carrément eu un plan de communication autour de ça. Oui. On sent que c'était une offensive, c'était une campagne. Là, Oui, parce que moi, on en avait parlé ensemble. Je t'en avais parlé de ce truc-là quand ça avait été lancé, parce que ça m'intriguait. D'ailleurs, ce qui était l'occasion de dire que je n'étais pas forcément personnellement très très favorable à comme ça au fait de quitter X, mais il y a eu de la communication par rapport à ça, et c'est très, on est vraiment sur la ligne de fracture, parce que c'est pas exactement un objet scientifique, ce truc-là, mais ça a un petit peu des allures un peu d'action politique, ouais. Hey, Jérôme, je t'amène totalement ailleurs. Oui. De quoi tu parles cette semaine? Alors écoute, c'est pas tellement ailleurs, parce qu'en fait, je parle d'intelligence artificielle, évidemment, et avec un invité super, qui est un monsieur qui s'appelle Bruno Maisonnier, qui est l'inventeur des petits robots Pepper et Nao, mais qui, oui, tu connais, mais surtout qui, en fait, eh bien, se lance dans un truc de fou, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Organic AI, et lui, c'est génial, son truc. Il veut créer une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui soit pas basée sur les LLM statistiques qu'on connaît aujourd'hui, mais qui soit vraiment basée sur ce qu'on sait du cerveau et des cerveaux animaux et organiques. Alors, je te passe les explications. Il faut écouter l'interview pour tout comprendre. C'est assez perché, j'allais dire, mais c'est très très intéressant. Et puis sinon, j'ai interviewé également un jeune homme qui a inventé une drôle d'application mobile qui permet d'écrire des livres très facilement, soi-même, évidemment grâce à ChatGPT. Et donc, tu peux écrire des romans, des livres pour l'éducation, etc. Et tu fais tout ça avec ton application. En 3 clics, j'ai écrit un essai sur l'intelligence artificielle. Ton nouveau best-seller. Qui est mon nouveau best-seller, voilà. Donc, c'est assez étonnant. Ouais. Bientôt disponible sur Amazon. Quand même. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben écoute, Jérôme, cette semaine, 3 sujets, je pense, qui vont intéresser aussi tes auditeurs. Je parle de l'initiative Free Our Feeds, qui est un truc international. Ils ont décidé on connaît la Blue Sky, ça a été construit sur une technologie disruptive qui permet de laisser plein contrôle aux utilisateurs. Là, il y a une initiative internationale qui veut créer, et ils sont appuyés d'ailleurs par les gens de Blue Sky, pour créer un deuxième système parallèle qui permettrait à des réseaux sociaux carrément d'aller s'installer sur un truc comme ça. Alors, on parle de ça avec Philippe Baudouin. Je fais un écho à la semaine dernière à New York, se tenait le grand salon du commerce. Oui. D'ailleurs, il y a bien des gens qui quittaient Las Vegas pour aller à New York pour aller couvrir l'événement. C'est le CES du commerce, en fait. Exactement. Alors, j'avais mon envoyé spécial. Je vais parler avec Michel Rochette. Et puis aussi, on va parler, tu sais que pour être en lien avec la politique américaine, il y a ce fameux document mystérieux Project 2025 dont on a parlé pendant la campagne américaine, mais Donald Trump s'est toujours dit non, moi j'ai aucun lien avec ce document-là, je l'ai même pas lu. Ben, dans ce document-là, on parle beaucoup du monde numérique, des réseaux sociaux, et j'ai une entrevue avec un professeur qui s'est tapé tout le document pour analyser l'impact sur les réseaux sociaux. C'est Denis Bouchard, conjoint à Ottawa. C'est assez fascinant comme entrevue. Excellent. On ira écouter ça. Mon cher Bruno, écoute, je te dis à la semaine prochaine. Ah, déjà. Oui. Écoute, je te laisse retourner à ton podcast et puis je te dis à la semaine prochaine. Salut. Salut, ciao, ciao. L'innovation de la semaine est une découverte prometteuse en matière d'économie d'énergie pour l'intelligence artificielle. On sait en effet que l'IA a besoin d'énormément d'électricité. ChatGPT engloutirait à lui tout seul 564 MWh par jour, soit l'équivalent de la consommation de 18 000 foyers américains. Alors, ça pose d'énormes problèmes d'alimentation en énergie, des problèmes environnementaux aussi, on vient d'en parler avec Bruno Guglielminetti,
Et on serait même, selon certains, à la veille d'une crise énergétique majeure au niveau mondial à cause de ça, et surtout quand il faudra arbitrer entre alimentation des data centers ou alimentation des usines et des habitations. L'un des grands défis pour l'avenir est donc de trouver des moyens de rendre cette IA moins énergivore, sachant qu'on ne va pas arrêter pour autant de la développer. Ça passe par des équipements toujours moins gourmands, mais également par des programmes informatiques toujours plus frugaux. Et la solution, eh bien, elle pourrait peut-être venir des mathématiques et même de l'arithmétique. En tout cas, c'est ce sur quoi travaillent des chercheurs d'une compagnie américaine du Massachusetts, Bit Energy AI. Ils affirment avoir mis au point une méthode révolutionnaire pour rendre les calculs d'IA jusqu'à, tenez-vous bien, 95% plus économes en énergie. Comment ? Eh bien, en remplaçant les multiplications complexes sur des grands chiffres à virgule flottante par de simples additions de nombres entiers. C'est une méthode dite de multiplication à complexité linéaire, baptisée LMUL. Alors concrètement, par exemple, comme l'explique le site développé.com, au lieu de multiplier 123,45 par 67,89, eh bien LMUL décompose l'opération en étapes beaucoup plus petites et beaucoup plus faciles à réaliser à l'aide d'une succession d'additions. Alors évidemment, si on faisait ça à la main, ce serait infernal, mais à la machine, c'est pas très compliqué et ça se fait en quelques fractions de secondes. Ainsi, les calculs sont plus rapides et ils consomment beaucoup moins d'énergie tout en conservant leur précision. Si un modèle d'intelligence artificielle utilisait cette technique, eh bien, il nécessiterait donc 95% d'énergie en moins, ce qui paraît évidemment énorme. L'étude a été publiée en octobre dernier, vous pouvez aller la lire si le cœur vous en dit, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. On ne sait pas trop à l'heure actuelle où en sont les travaux applicatifs à partir de ce principe, mais en tout cas c'est assez prometteur, ça pourrait constituer une réponse vraiment intéressante à cette perspective de crise énergétique mondiale en raison de l'intelligence artificielle. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de Monde Numérique et cette semaine, vous allez découvrir un truc complètement fou. Moi, ça m'a vraiment interpellé. C'est un Français, un ingénieur français que j'ai le plaisir de recevoir pour nous parler de peut-être une nouvelle forme d'intelligence artificielle. Bonjour Bruno Maisonnier. Bonjour Jérôme. Fondateur de Another Brain, société spécialisée en intelligence artificielle. Et avant cela, Bruno, il faut le rappeler, vous êtes le papa des petits robots Pepper et Nao, qui ont connu une longue carrière, que l'on croise encore de temps en temps, ici et là. Et vous publiez un livre au titre énigmatique qui s'appelle Organic AI, paru chez Herman. C'est un livre qui défend une thèse étonnante, c'est-à-dire que selon vous, l'IA du futur pourrait être organique. Ça veut dire quoi ? C'est pour nous faire peur ou c'est une hypothèse sérieuse ? Alors, c'est organique au sens bio, au sens américain. C'est pas organique au sens c'est un organe. D'accord. Et c'est bio parce que c'est très frugal en données, c'est très frugal en énergie, et ça fonctionne comme les cerveaux animaux. Et la thèse du livre, c'est qu'aujourd'hui on arrive à des grands succès avec les IA, les ChatGPT, les LLM, etc. On arrive à des grands succès, mais on arrive un peu au bout d'un chemin. Ces succès sont à un coût, je vais dire juste en empreinte carbone pour résumer tout ça, colossal. Et donc il faut essayer de trouver d'autres solutions. Or, on a à notre portée des cerveaux naturels, le cerveau humain, les cerveaux des animaux. On les a. On a des idées sur comment ça fonctionne. Pourquoi pas s'en inspirer ? Pourquoi ne pas essayer de faire une IA qui fonctionne comme ces cerveaux ? Voilà. Alors la réponse globale de tout le monde, c'est de dire bah oui, mais on sait pas comment ça marche l'intelligence. Ouais. Mais c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'on en sait beaucoup plus que ce qu'on veut bien croire. Voilà. Donc nous, c'est ça qu'on a choisi de faire, en s'inspirant de ce qu'on sait sur le cerveau, de faire une intelligence artificielle qui fonctionne comme le cerveau. Alors, c'est vrai que dans votre livre, vous montrez à quel point vous vous inspirez de la nature. Vous parlez d'abeilles, de termites, vous parlez des arbres, etc. Donc, déjà, c'est une réflexion sur l'intelligence elle-même. De quelle manière est-ce que cette intelligence organique pourrait devenir de l'intelligence artificielle ? Mais en fait,
le début de ce genre de courant de pensée, on va dire comme ça, vient de quelque chose qui est étonnant. En 1981, il y a eu un prix Nobel de médecine, 1981, c'est il y a longtemps, hein, qui explique le fonctionnement de base du cortex cérébral. Or, le cortex, c'est là qu'est traité l'essentiel de l'intelligence, des fonctions d'intelligence du cerveau humain. Donc, l'essentiel de l'intelligence est fait par le cortex, et il y a quelqu'un qui décrit le cortex. Le cortex, c'est une espèce de surface uniforme, grande comme une espèce de toile cirée de 65 cm de diamètre, qui est froissée pour tenir dans le crâne, hein, sinon ça tiendrait pas. Et quand on regarde au microscope électronique, on se rend compte que sur cette surface, sur le cortex, il y a une espèce de truc qu'on appelle un agrégat de neurones, une colonne corticale, une petite colonne corticale, et qu'il y en a 200 millions côte à côte et qui travaillent tout ensemble. Ces 200 millions de colonnes corticales, qui sont toutes les mêmes, font toutes les fonctions de l'intelligence, et c'est là que je fais un peu le parallèle avec, non pas 200 millions d'abeilles, mais avec des abeilles, des termites, des fourmis, des tas d'agents, des insectes qui sont des agents élémentaires ou des individus qui fonctionnent chacun séparément dans leur coin, mais qui coopèrent, comme le font les colonnes corticales. Donc, il y a un parallèle qui est assez fort et assez intéressant, et même assez fécond à creuser sur la comparaison entre la façon dont les abeilles fonctionnent, par exemple, et les colonnes corticales fonctionnent. Alors, mais donc il y a ce livre qui explique tout ça. Est-ce que ça veut dire que derrière, vous êtes déjà sur ce type de travaux au sein de votre entreprise Another Brain? Absolument. C'est-à-dire, non seulement on essaie de comprendre le cerveau, on utilise ce qu'on a compris du cerveau, on le modélise, et après, on traduit ça dans un algorithme, et cet algorithme, on le programme, et donc, on réalise à Another Brain les fonctions de base de l'intelligence. Et quand on aura suffisamment de fonctions assemblées ensemble, on aura réalisé une véritable intelligence artificiellement. Une intelligence artificielle, c'est une vraie intelligence, mais faite artificiellement, et qui fonctionnera comme le cerveau. Oui, c'est ça qu'on est en train de réaliser. Et vous en êtes où aujourd'hui? On pense qu'avant juin, on aura un démonstrateur. C'est-à-dire qu'on est suffisamment avancé pour dire on va faire quelque chose qui fait une partie des fonctions, il y aura pas tout, mais il y aura une partie qui est suffisamment probante pour qu'en voyant ça, on se dise, bon sang, mais ils ont effectivement compris comment marche l'intelligence et ils sont effectivement capables de le traduire en algorithme. Donc, donnons-leur les moyens, c'est un des objectifs du livre, donnons-leur les moyens pour qu'ils transforment ça en une intelligence complète. Oui, On a un démonstrateur en juin. D'accord. Et donc, clairement, aujourd'hui, vous êtes en quête de soutien, de financement aussi, etc. Non, aujourd'hui, je suis pas en quête de soutien. Aujourd'hui, je suis focalisé sur traduire nos algorithmes en un démonstrateur opérationnel. Et je ne fais que ça et rien d'autre. Et quand j'aurai ça, que je serai capable de monter, à ce moment-là, j'irai frapper à différentes portes en disant, mais voilà où on en est, on a vachement avancé, on a quelque chose qui prouve que le chemin qu'on suit est très original, très différent et très puissant. Et donc, ça vaut le coup de le financer pour les pouvoirs publics, mais en particulier parce qu'il est très différent. Si on fait la même chose que tous les autres, c'est difficile d'avoir de la souveraineté. Mais si on fait complètement autrement, par définition, c'est souvent ce qu'on fait. Ou une autre voie sur faire de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est-à-dire que pour vous, derrière ça, il y a cette notion encore de souveraineté numérique, de rendre un peu, enfin, de redonner de l'indépendance et de l'autonomie technologique à la France et à l'Europe. Alors, je sais pas si c'est derrière ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis choqué, peiné par les réactions que j'entends ici ou là. Quand on voit les réactions françaises face au développement que font les Américains, les petits moyens ridicules qu'on y met sans se préoccuper, mais qui sont suffisants, qui donnent de suffisamment résultats, des petits résultats pour qu'un ministre puisse sortir la tête haute en disant mais nous, regardez, on a ci, on a ça, on n'est pas nul, on est bon, on avance. T'as vu comme moi, j'imagine les annonces hier de Trump et les autres, les Américains, ils vont mettre 500 milliards de dollars. Mais voilà. Ouais. En plus, qu'est-ce que mettent les GAFA, qui sont 200 milliards de dollars chacun, pas cher. Tous ensemble, les GAFA, ils mettent 200 milliards de dollars chaque année. Ouais. Sur des sommes colossales. Et nous, on met le centième de ça. Et on essaie de les rattraper. Donc, les rattraper, c'est pas possible. Du coup, il faut prendre un autre chemin, quoi. Oui. Ben oui. Si on essaye, enfin, Sun Tzu nous l'avait expliqué il y a 2500 ans, si on essaie de faire comme les autres, alors courant après, faire la même chose qu'eux, mais en allant moins vite, en étant moins intelligent, moins riche, etc. Quand je dis moins intelligent, c'est que tous les gens les plus intelligents, même de chez nous, ils les embauchent.
Donc, globalement, ils sont plus intelligents, Ouais. plus riches et ils avancent. Donc, qu'est-ce qu'on a comme espoir de les rattraper sur leur terrain? La seule solution, c'est de changer de terrain, c'est d'aller sur le terrain d'après, de prendre de l'avance sur le terrain d'après. C'est la seule solution. Merci beaucoup, Bruno Maisonnier. Donc, je rappelle le titre de ce livre qui vient de sortir et qui explique tout ça en détail. Organic AI, paru aux éditions Hermann. Et merci d'avoir été dans Monde Numérique. Merci, Jérôme. On dit souvent que les écrans incitent à ne plus lire. Mais en tout cas, ça n'incite pas visiblement à moins écrire. Car il y a toujours autant de personnes, si ce n'est peut-être plus qu'avant, qui écrivent ou qui ont envie d'écrire des livres dans d'innombrables domaines. Écrire ou faire écrire, ce qu'on appelle le ghostwriting, quelqu'un qui écrit à votre place. Alors, si vous-même, l'idée vous chatouille, eh bien, écoutez, mon deuxième invité, ça va vous intéresser. Il a mis au point une appli qui permet d'écrire des livres en quelques clics. Bonjour Thomas Truong. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune ingénieur, développeur, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà, à votre actif, vous aviez développé il y a quelques années une application qui reconnaissait le langage des personnes sourdes, c'est ça ? Oui. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est tout autre chose. Vous venez de lancer une application qui permet d'écrire soi-même des livres grâce à l'intelligence artificielle, donc l'appli de PenPilot. Décrivez-nous un petit peu comment ça fonctionne, cette appli. Donc oui, The PenPilot AI est le premier ghostwriter alimenté par l'intelligence artificielle capable de générer des livres entiers en quelques clics seulement, de manière autonome, à partir des entrées de l'utilisateur. Son fonctionnement repose sur 3 innovations majeures que nous avons développées. Premièrement, nous utilisons une version optimisée de ChatGPT, GPT-4o, que nous avons spécialement adaptée pour l'écriture longue. Contrairement aux autres IA qui s'essoufflent après quelques pages, notre technologie peut générer jusqu'à 200 pages, voire 300, de contenu cohérent en quelques minutes. La deuxième innovation clé est notre système d'intégration de sources. The PenPilot peut analyser jusqu'à 10 000 documents, soit l'équivalent de 100 giga de données, pour enrichir ces créations, que ce soit les PDF, les fichiers Word ou encore les fichiers code. C'est très utile pour les universitaires ou les professionnels qui veulent créer du contenu basé sur leur propre documentation. Enfin, et c'est ce qui fait toute la différence, nous avons développé un moteur de recherche en temps réel qui permet à l'IA de s'appuyer sur des informations actualisées. Et ce moteur est basé sur Perplexity, c'est le concurrent de Google, et sur GPT. Par exemple, un professeur peut l'utiliser pour générer des supports de cours qui sont automatiquement mis à jour avec les dernières avancées dans ce domaine. En pratique, l'utilisateur commence par donner une direction. Ça peut être une simple idée ou des documents de référence. L'IA analyse tout ça, fait ses recherches et commence à générer du contenu adapté au style souhaité, que ce soit pour un roman, une thèse ou un brevet. D'ailleurs, nous supportons aussi plus de 100 langues avec l'API de ChatGPT, ce qui explique notre succès actuel à Londres et à New York. Très bien. Bon, écoutez, parfait. Vous m'avez tout expliqué là en détail. Alors, vous l'avez dit, la cible, c'est plutôt le domaine, le monde universitaire, c'est ça ? Que ce soit universitaires ou les professionnels qui veulent créer des livres éducatifs pour leurs employés, ou encore les livres d'enfants pour les enfants, ou encore les romans d'amour, ou encore les thèses PhD. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt un premier brouillon que l'auteur peut ensuite modifier selon ses préférences et sa propre voix. Alors moi j'ai fait le test, j'ai téléchargé votre appli et puis j'ai demandé l'écriture d'un livre, un essai sur l'intelligence artificielle et le résultat, je dois dire, est assez impressionnant. Donc en tout cas sur la forme, on retrouve tout à fait la structure d'un livre. J'ai à peine donné quelques instructions de départ et ensuite il me raconte plein de choses et il me détaille les différents aspects que j'avais demandé. Alors bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus.
Et puis, il y a quand même certaines interrogations. Qu'est-ce qui m'assure déjà que les informations données, en l'occurrence sur l'intelligence artificielle, sont exactes? Parce qu'on sait que les IA génératives ont tendance à halluciner. Comment est-ce que je dois aller vérifier une par une toutes les informations qui figurent dans ce livre? Si l'utilisateur télécharge ses propres documents comme un fichier Word ou encore un fichier Word ou encore un PDF, le PenPilot va faire référence à ces documents avec les références très détaillées à chaque fois que ça écrit une phrase. Et sinon, si on utilise seulement quelques instructions ou si on détaille seulement quelques idées, cette appli de PenPilot fonctionne exactement comme ChatGPT. Et il faudrait donc peut-être... on peut retrouver un peu les mêmes défauts les qualités et les défauts de ChatGPT. Effectivement, sauf qu'on peut également, comme ChatGPT, demander à l'application de ne pas halluciner lors de la génération du livre. Ah, et elle obéit dans ce cas-là? De ne pas élaborer trop avec les informations non existantes et de suivre la direction de l'auteur. Alors, on peut également écrire des fictions, j'ai vu. Je peux écrire des romans d'espionnage, des thrillers, des romans d'amour, je peux créer mes propres histoires en quelque sorte. Mais bon, ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde ne rêve pas d'écrire un livre. Vous pensez qu'il y a véritablement un public pour ça? Oui, effectivement. Actuellement, les publics cibles sont des professionnels souhaitant créer des livres éducatifs pour les employés et de manière très rapide à partir de toutes les informations disponibles à partir des documents Word et PDF. Et c'est très bien pour les entreprises qui veulent créer des contenus éducatifs et pour entraîner leurs employés. Et deuxième marché, c'est les auteurs qui veulent écrire rapidement les livres pour enfants. Et troisième marché, ce sont les professeurs qui veulent créer des supports de cours et des supports des exercices pour les élèves en se basant sur leurs cours, leurs diapositifs et leurs entretiens sur YouTube. Ouais, ça peut aussi écrire des manuels scolaires en fait. Exactement, les manuels scolaires. Et ce qui rend cette application unique dans cette matière, c'est que ça peut adapter le contenu en fonction du lecteur. On peut modifier le style d'écriture pour rendre le contenu plus accessible, plus ou moins accessible, plus compliqué ou plus simple, en fonction du cible, en fonction du niveau actuel du lecteur dans le domaine. Bon, écoutez, voilà, ça va peut-être faire naître des vocations, ou en tout cas répondre à certains besoins très particuliers, et notamment, vous l'avez dit, pour les enseignants ou autres, etc. Donc, pour en savoir plus, on renvoie à votre site, The PenPilot en un seul mot.ai, ou bien l'application qui est à télécharger. Merci beaucoup, Thomas Truong. Et si vous en voulez plus, retrouvez les versions intégrales de ces interviews absolument passionnantes sur le fil du podcast Monde Numérique dans quelques jours. Voilà, c'est la fin de cet épisode de l'Hebdo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous ajoutez 5 petites étoiles. Alors, c'est pas possible sur toutes les plateformes, en tout cas sur Apple Podcast en priorité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo. D'ici là, ne ratez pas les autres épisodes de ce podcast Monde Numérique. Des interviews en épisodes séparés et en version intégrale tout au long de la semaine, ainsi que des actus, des éditos au gré de mon humeur et de l'actualité tech. Vous pouvez également m'envoyer des messages via les réseaux sociaux ou bien via le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.